Une édition de Bouge la France qui nous mènera sur les océans aux confins du Congo. Un Bouge la France qui s'interrogera également sur les bouleversements à venir à la télévision, sur les plaisirs du chocolat et, à quelques jours de la Toussaint, sur les prix des obsèques. Mais l'actualité se fait également aux États-Unis où les premiers signes d'une récession sont désormais tangibles. Tout de suite et sans tarder, l'analyse de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir à tous et bonsoir Jean-Louis. Les chiffres sont tombés. Le département du commerce américain a annoncé hier donc cet après-midi, le rythme de croissance des États-Unis pour le troisième trimestre. Alors c'est vrai qu'on attendait moins 0,5, donc c'est moins 0,3. C'est pas la récession, mais on n'en est pas loin. Et finalement, on arrive à trouver dans cette mauvaise nouvelle quelques éléments d'espoir. Exactement. Vous savez, la meilleure façon de ne jamais être déçu, c'est toujours prévoir le pire. Donc on avait prévu moins 0,5. Effectivement, on arrive à moins 0,3, ce qui est effectivement une meilleure nouvelle, d'autant plus que il y avait quand même des signes. C'est le troisième trimestre, au mois de juillet, le pétrole atteint son maximum, $160. Les prix de l'immobilier continuent de baisser. Donc on pouvait s'attendre effectivement à un mauvais chiffre troisième trimestre. Et en plus, il faut le nuancer, parce que les statistiques américaines ne se présentent pas de la même façon que les statistiques françaises. Quand en France, on dit, ce qui a été le cas, qu'au deuxième trimestre, le PIB a baissé de 0,3%, ça veut dire que entre la moyenne du premier trimestre et la moyenne du deuxième trimestre, il y a une baisse de 0,3%. Mais les Américains présentent leurs chiffres de manière annualisée. Et si on calcule à la française, ça nous fait qu'une baisse de 0,75%. Donc, en réalité, au troisième trimestre, c'est du moins, hein, donc, bien sûr. Mais enfin, c'est un moins qui est pratiquement un zéro. Donc, on peut dire qu'au troisième trimestre, il n'y a pas eu un véritable baisse du PIB américain quand on le lit de la manière quand on présente les statistiques en France, mais une stagnation du PIB américain. Donc, en réalité, la situation est vraiment moins dramatique que ce qu'on le croyait. Du reste, les marchés boursiers l'ont pris comme cela, puisque à Wall Street, le Dow Jones a terminé à plus de 11. Donc ça veut dire que c'était moins catastrophique que prévu. Alors ça, c'était le troisième trimestre. Les chiffres du quatrième trimestre, est-ce qu'ils vont confirmer ça, voire aggraver ça? Et quelles répercussions ça peut avoir? Vous avez parlé de la France, pour la France et en général l'Europe. Prévoyons encore une fois le pire. Comme ça, on sera là non plus, on ne sera toujours pas déçus. Mais quand même, les éléments qui nous parviennent ne sont véritablement pas bons. D'abord, la consommation américaine est très mauvaise. D'ailleurs, au troisième trimestre, on a une baisse de moins 3%. Donc, il y a véritablement une baisse de la consommation aux États-Unis. Or, vous savez qu'aux États-Unis, les 3/4 du PIB, c'est de la consommation. C'est un pays qui véritablement, encore plus que la France, c'est les 2/3, qui vit véritablement de la consommation. Aujourd'hui, on apprend qu'American Express va licencier 70 000 personnes. On apprend que Motorola va en licencier 3 000. Donc, General Motors, c'est toujours pas sorti. N'en parlons pas, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, quand même, vous avez l'addition de ces éléments. Alors, combien de temps ça va durer? Alors, moi, j'ai pris la prévision du seul économiste qui a prévu la crise. Il s'appelle Roubini, qui est un économiste américain. Bon, d'après lui, parce qu'on n'a pas de science dans la matière, on en a jusqu'à la fin 2009, et il dit que les prix de l'immobilier aux États-Unis baisseront d'ici à 2009 de 40%. Donc ça veut dire qu'il y aura la reprise est pour début 2010, mais qu'entre-temps, ça sera très dur. Alors d'habitude, quand il se passe quoi que ce soit, d'ailleurs aux États-Unis, en bien ou en mal, ça déboule chez nous, en Europe, on va dire quelques mois plus tard. Et là, on a l'impression que c'est quelques heures plus tard, c'est que c'est quasi immédiat. À quoi est-ce dû? Alors justement, je crois que c'est la grande originalité. Alors qu'aux États-Unis, on n'est pas véritablement en correction, on est plutôt dans une sorte de stagnation, une sorte de mélasse qui est inquiétante quand même, qui n'est pas rassurante. Mais enfin, effectivement, nous entrons dans la récession. Généralement, depuis pratiquement une trentaine d'années, il faut au moins 8 mois pour que la récession américaine arrive en Europe. Et là, il y a quelque chose d'instantané. Vous avez vu qu'aujourd'hui même, on a appris qu'en France, au mois de septembre, on a eu le 4e mois consécutif de hausse du chômage, alors qu'il baissait pratiquement depuis 2 ans et demi. Donc il y a quand même là une inversion de tendance qui est relativement inquiétante. On attend le chiffre du 3e trimestre pour le PIB et on sait qu'il ne sera pas bon. Alors,
Au Royaume-Uni, ils sont déjà entrés en récession. En Allemagne, ils sont déjà entrés en récession, avant même les États-Unis. Quelle est l'explication? Je pense que l'explication vient du long terme. Voilà 10 ans que la croissance européenne tourne autour de 2%. Les Américains sont à 3,5%. Autrement dit, la situation actuelle arrive dans une Europe assez affaiblie structurellement depuis de très nombreuses années. Les Américains ont plein de trucs pourris, des banques qui fonctionnent pas, du crédit par-dessus la tête, plein de choses qui ne marchent pas, mais il y a 3,5% de croissance depuis 10 ans qui leur donne quand même une certaine résistance. Un petit élan que nous n'avons pas. Et pour vous dire que tout arrive des États-Unis, même David Beckham qui joue au Los Angeles Galaxy va rejoindre le Milan AC à partir de janvier. Ça vient de tomber. Voilà, merci beaucoup Jean-Louis. On va maintenant parler du marché de la mort, des enterrements. On est tous concernés, malheureusement. La Toussaint et ses chrysanthèmes. Il y a 2 ans, le Sénat adoptait à l'unanimité un texte réformant la législation funéraire, un texte qui attend toujours son inscription au programme de l'Assemblée nationale et qui rejoint aujourd'hui les préoccupations des associations de consommateurs. Les obsèques ont un coût encore peu lisible. Autour de Pierre Sled, Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste du Loiret, et Richard Ferret, il est directeur des ventes des pompes funèbres générales. Et bonsoir à vous deux. Jean-Pierre Sueur, vous êtes à l'origine d'une proposition de loi qui a été votée à l'unanimité au Sénat, c'était en 2006, et elle n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir d'abord. C'est tout à fait anormal. On parle de la réforme de la Constitution, de donner plus de pouvoir au Parlement. Ici, au Sénat, nous avons adopté à l'unanimité, c'est-à-dire l'UMP, le PS, les centristes, le Parti communiste, à l'unanimité, il n'y a pas une voix contre. Une proposition de loi sur la législation funéraire qui prend à bras-le-corps la question très importante du prix des obsèques, qui traite aussi de la crémation, parce qu'on n'a pas de loi sur la crémation. Oui, c'est un peu compliqué, est-ce que c'est un droit de faire et de pas faire, les urnes, etc. se développe. Et cette proposition de loi qui correspond, j'en suis sûr, à l'intérêt des familles, elle a été adoptée à l'unanimité en juin 2006. Nous sommes 2 ans plus 4 mois plus tard, et cette proposition de loi n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Eh bien, écoutez, il faut demander au gouvernement. J'ai fait 20 interventions. Je ne sais pas si vous voyez, Monsieur Sled, 20 interventions auprès des ministres chargés des relations avec le Parlement, auprès du Premier ministre, auprès du ministère de l'Intérieur. On me dit toujours que c'est très important, que c'est essentiel, mais qu'il y a d'autres sujets qui doivent passer avant. C'est comme ça qu'un sujet aussi important, parce qu'il concerne toutes les familles, eh bien, il passe à l'as. Alors j'ai saisi l'occasion de l'enquête de l'UFC sur le prix des obsèques, dont on va parler, pour dire, dans cette proposition de loi, il y a beaucoup d'éléments de réponse aux problèmes posés. Simplement, il faut que l'Assemblée nationale en discute en séance plénière. Alors, ce qui est dénoncé il faut donc que le gouvernement l'inscrive à l'ordre du jour. Et là, je dis que c'est scandaleux, parce que vraiment, on a beaucoup demandé. Et c'est scandaleux parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui est très important. Alors juste sur vos réponses justement à l'enquête de l'UFC Que Choisir, qui sont pour partie dans votre texte, UFC Que Choisir, en gros, dénonce l'opacité, les prix, on comprend pas grand-chose, il y a des différences incroyables. Donnez-nous des exemples sur quoi vous répondez à cela. Alors, premièrement, la TVA, Monsieur Sled, la TVA. Est-ce que vous trouvez normal qu'en France, le taux de TVA sur l'ensemble des opérations funéraires, sauf les transports, soit de 19,6, c'est-à-dire le plus élevé, alors que dans la plupart des autres pays d'Europe, ce taux, il est de 5,5. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'au moment où les gens sont éprouvés, eh bien, on les taxe particulièrement. Moi, je trouve que c'est profondément anormal. Alors, vous savez ce que dit le ministère des Finances? Il dit que ça coûterait 145 millions. Voilà. 145 millions d'euros par an. Premier point, la TVA. Deuxièmement, il y a beaucoup de formalités qui sont des formalités, aujourd'hui, pour un nombre non négligeable, inutiles. Formalités administratives que les entreprises doivent faire au nom du pouvoir public et qui coûtent cher. Troisièmement, il y a la question des devis. Alors là, je ne serais peut-être pas d'accord avec notre interlocuteur, on va voir.
Moi, je me bats depuis 1993, car j'ai commencé en tant que ministre des collectivités locales par faire un monopole. Une loi qui a aboli le monopole. Et à cette époque-là, je crois que les pompes funèbres générales étaient très attachés au monopole, il faut bien le dire. Donc on a mis en œuvre la concurrence. En disant, la concurrence, ça va être un moyen de faire baisser les prix. Malheureusement, ça n'a pas fait baisser les prix. Alors, parce qu'il reste de l'opacité. Et en particulier, lorsqu'une famille est éprouvée, parce qu'il y a eu un deuil d'un être cher, elle peut aller dans les 7 ou 8 ou 10 ou 15 entreprises habilitées dans la commune, qui sont chargées de donner un devis. Alors, vous trouvez, avec un grand nombre de devis, écrit en petits caractères et totalement incompréhensible et incomparable. C'est pourquoi moi j'avais mis en place à Orléans, ville dont j'étais le maire à l'époque, des devis types établis par l'autorité municipale en coopération avec les entreprises, dont d'ailleurs les PFG. On avait des obsèques numéro 1, numéro 2, numéro 3, et un prix que chaque entreprise s'engageait à respecter durant toute une année. Donc, ça mettait en œuvre une grande transparence. Un peu plus de transparence, effectivement. Il faut beaucoup de transparence. Richard Ferret, vous savez, alors je rappelle quand même que vous êtes directeur du marketing et des ventes de pompes funèbres générales. Vous savez ce que reproche FC Que Choisir, c'est ce manque de transparence. Effectivement, les devis, on ne comprend rien. Mais une fois qu'on a compris, on s'aperçoit aussi qu'il y a des grosses différences entre les différentes pompes funèbres qui sont proposées. Est-ce que c'est entretenu, ça? Est-ce que finalement il n'y a pas assez d'efforts de votre part et des autres? Parce que finalement ça arrange tout le monde, les familles sont dans la douleur, elles n'osent pas tellement regarder, c'est pas le moment. Alors, pour répondre simplement pour que le grand public puisse comprendre effectivement, alors juste pour le sénateur Jean-Pierre Sueur, il y a même des pays qui pratiquent une TVA à 0 en Europe. Donc effectivement, nous on milite pour une TVA à taux réduit. Il faut qu'on soit entendu par Bercy. Oui, mais bon, la TVA, c'est une chose, mais la TVA, ça va faire payer évidemment moins les gens. Mais vous, ça change rien pour vous, la TVA? Alors, ça change pour le consommateur final, effectivement. Voilà. Alors, pour cette opacité des prix, je crois pas qu'il y ait opacité. Nous, au niveau des pompes funèbres générales, on trouve que cette enquête nous est plutôt favorable dans le sens où on est plutôt on émerge du lot effectivement en matière de transparence et de compréhension des prix pour le consommateur. On a peut-être encore des efforts à faire. Je crois que toutes les entreprises ont des efforts à faire. Donc vous êtes d'accord sur le fait que d'une manière générale, ce que disait Jean-Pierre Sueur, c'est que les devis sont quand même très très opaques. On a du mal à comprendre. Non, on peut pas dire que ce soit opaque. Alors, moi, je ne sais pas dans quelles conditions a été réalisée cette étude. Globalement, un client qui vient, enfin une famille en deuil qui vient pour demander un devis, doit l'obtenir. Si elle ne l'obtient pas, c'est qu'il y a une faute. Très clairement, je ne peux pas vous répondre plus simplement, ça fait partie de nos procédures. On a des auditeurs, nous sommes sur le chemin de la certification de services, donc on a un organisme extérieur qui nous audite à notre demande, pour justement être certain que le client qui s'adresse à nous aura bien la meilleure réponse avec la plus grande transparence. Donc tout ça répond bien de la même logique. Sur votre question par rapport à les écarts de prix qui peuvent exister, je crois qu'ils sont justement le reflet de cette concurrence qu'on évoque. C'est-à-dire qu'après tout, les opérateurs ont différentes tailles, les opérateurs ont différentes structures de coûts, et donc et les prix varient. Oui, le problème c'est que visiblement ça ne tire pas les prix par le bas. Alors, moi je suis pas certain que tout ce qui a été mis en place depuis quelques années, effectivement, l'ouverture du marché, est tiré pour le coup les prix vers le bas, sans polémique aucune, Jean-Pierre Sueur. Je ne crois pas qu'à Orléans, la mise en place de devis type ait contribué à faire baisser le prix des obsèques. La preuve, c'est que la municipalité suivante a décidé de supprimer donc ce devis type. Mais c'est parce qu'elle a fait de mieux. Hein. Sans polémique aucune. Hein, sans polémique aucune. Mais vous voyez bien que je ne fais pas de polémique. On est d'accord. Donc il faut que le consommateur effectivement ait cette transparence et enfin nous on s'y emploie. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce que vous dites, vous le savez très bien, mais tout le milieu funéraire le sait très bien, ne prend pas en compte la situation concrète. Vous venez de perdre un être très cher. Vous pensez à tout, mais sauf à ces questions financières. Oui, et vous devez prendre un grand nombre de décisions en même pas 24 heures. C'est ça la vérité. Donc, les devis, s'il faut aller à 4 endroits ou à 10 chercher des devis et les lire, personne ne fait ça. Donc, je demande, et vous savez que c'était prévu par la loi de 93,
que les PFG s'y sont opposés d'ailleurs. Et puis finalement ont accepté, mais à regret. Et dans le milieu funéraire, je vous rends cette justice, vous n'êtes pas les seuls à refuser. Parce que vous vous dites, oulala, vers quoi va-t-on? Ben, on va vers la transparence. Et tous les professionnels du funéraire ont intérêt à cette transparence. À savoir que pour ce service particulier. Et on n'est pas comme dans le cas de quelqu'un qui achète un objet, qui achète un meuble, qui achète un service, qui achète un appartement. Non, il y a des décisions à prendre en urgence. Eh bien moi, je demande qu'il y ait des formules d'obsèques qui soient élaborées en lien avec les opérateurs. C'est ce que demande l'UFC Que Choisir. Que chaque entreprise soit tenue d'indiquer le prix pour lequel elle fera ses prestations et de respecter ce prix pendant une année. Ça va de quoi à quoi les prix, d'une manière générale? Alors le reportage de Que Choisir l'a montré, il y a des écarts qui vont de 1 à 6, 7, 8. Moi j'avais de 1500 à 10 000, mais à mon avis on peut... euros. Ouais, je sais pas si c'est forcément raisonnable. Je sais que nous, par exemple, au Pompe Funèbre Général, nous appliquons un tarif. Moi j'ai un tarif, le cercueil vaut le même prix de Bayonne à Dunkerque, et les prestations, idem. C'est-à-dire qu'on a une tarification. Qu'un seul type de prestation. On n'a qu'un seul tarif qui est... C'est un seul service. Donc, un seul service. Donc c'est le même tarif partout en France. Entrons dans les détails. Il y a un décès. On vous dit alors, pour le cercueil, les gens n'ont pas du tout réfléchi avant de pénétrer dans la succursale de votre entreprise. Pour le cercueil. Les gens, on va pas prendre un cercueil pas cher quand même. C'est pas digne. Et on n'a pas réfléchi du tout à cela. C'est pourquoi je crois qu'il faut prendre le problème en amont et donner toute l'information aux familles. J'ajoute maintenant, Monsieur Sled, que dans le problème du prix des obsèques, il y a la TVA, il y a les formalités inutiles, il y a l'absence de transparence, mais il y a encore autre chose. Il y a par exemple les contrats obsèques. Et je suis aussi d'accord avec ce que dit l'UFC sur les contrats obsèques. Parce que bien souvent, on a pu constater de grandes imprécisions sur les contrats obsèques. Des personnes, et je profite de cette émission pour le dire, souscrivent un contrat obsèque en disant comme ça, nos enfants n'auront pas à payer. Ouais, simplement, il n'y a pas de description détaillée de la prestation. Donc, une fois que le décès a eu lieu, que l'enterrement a eu lieu, les gens reçoivent une lettre. Chère madame, cher monsieur, d'abord nous vous renouvelons nos condoléances suite au décès de ce cher disparu. Celui-ci avait bien voulu nous faire confiance, mais nous sommes au regret de vous informer que telle ou telle prestation n'était pas prévue. Forcément, parce qu'il n'y avait pas de détails. Et donc, vous devez payer une somme complémentaire. Donc, c'est pourquoi j'ai fait deux articles de loi qui ont aussi été adoptés à l'unanimité par le Sénat en 2004, de manière à ce que tout contrat obsèque, et je le dis ici pour nos spectateurs, nos téléspectateurs, tout contrat obsèque qui ne comporte pas une description de la prestation est nul. D'autre part, entre le moment où vous signez un contrat obsèque et le moment du décès, toute personne peut garder le choix du mandataire, de l'entreprise qui fait les obsèques, de savoir si c'est une crémation ou une inhumation, de la cérémonie religieuse dans telle religion, ou pas, etc. Donc vous voyez, tout cela, c'est la loi, mais ce n'est pas suffisamment mis en œuvre. Donc il faut beaucoup de clarté, beaucoup de transparence, il faut revenir sur tout ça, et c'est pourquoi il faut que le Parlement... Il y a une proposition de loi adoptée par le Sénat. Il faut faire suivre à l'Assemblée, c'est pas loin. Mais il faut dire au gouvernement, parce que c'est malgré la réforme constitutionnelle, c'est le gouvernement qui fixe l'ordre du jour. Vous nous avez dit on a le même tarif partout, c'est lequel? Entre 1500 et 10 000, vous êtes où à peu près? Alors, comme ça, je peux pas vous répondre parce que, en fait, on n'a pas de tarif à la tête du client qui dit que c'est 1500 ou c'est 10 000. La moindre des choses que l'on doive à une famille qui vient chez nous pour organiser des obsèques. Mais si vous avez qu'un tarif, vous devez le savoir quand même. Non, mais c'est de l'écouter. Et un tarif et un devis doit répondre aux besoins et aux attentes de cette famille en deuil. Donc, en l'occurrence, on est capable d'organiser des obsèques à partir, effectivement, d'un peu plus de 1500 €. On sait le faire. On a un service qu'on appelle un service de base, d'accord? Et après ça, selon les attentes, selon les souhaits de personnalisation ou d'hommage rendu à travers le cercueil ou autre, effectivement, la famille aura toute possibilité. Il y a quand même plusieurs tarifs. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'y a pas un seul tarif. Il y a un tarif de base, plus après... J'ai un tarif par prestation.
si vous voulez. Et après, suivant que la famille choisit, un exemple, un cercueil en, je sais pas moi, en acajou ou un cercueil en pain, ne paiera pas le même prix. D'accord, donc il n'y a pas qu'un tarif, c'est parce que j'avais compris ça. Non, juste, pardon, pour préciser, quand je dis un seul tarif, ça veut dire que, quel que soit le point de vente dans lequel la famille se rendra, voilà, ce sera la même chose elle partout. aura toujours le même tarif. Juste pour terminer, est-ce que dans vos tarifs, vous distinguez les prestations obligatoires et facultatives? Oui. Sûr? Oui. Parce qu'il y a bien des cas où dans le contact qui a lieu, tout ça est mélangé. Et c'est pourquoi je demande des devis types portant sur les prestations obligatoires, transparents, comparables, à la disposition de tout le monde dans les mairies ou dans tous les lieux publics appropriés, de telle manière que l'on s'y retrouve. Et il faut faire cela à l'avance, parce qu'au moment où vous subissez cette épreuve, vous n'avez pas le cœur de penser à tout ça. Moi, je plaide pour la transparence, parce que je n'ai qu'un lobby dans cette affaire, c'est le lobby des familles de ce pays. Merci beaucoup à tous les deux. On va partir maintenant en Afrique pour voir ce qui se passe au Congo notamment. Une situation sanitaire catastrophique. La République démocratique du Congo à nouveau ce soir dans la tourmente guerrière après l'occupation par des rebelles de la province du Kivu. Déjà, des dizaines de milliers de personnes sont déplacées en fuyant la guerre. Éclairage sur cette région sinistrée du monde avec Antoine Glaser. Il est spécialiste de l'Afrique. Il dirige la lettre du continent. Bonsoir Antoine Glaser. Bonsoir. Je précise que vous avez avec Stephen Smith écrit Sarko en Afrique, qui retrace un petit peu la politique africaine de Nicolas Sarkozy depuis qu'il est président de la République. Alors c'est vrai qu'on a des informations qui sont assez alarmantes, qui nous viennent du Congo. Presque heure par heure. Est-ce que vous avez des informations complémentaires par rapport à ce qu'on sait par rapport à cette rébellion avec une armée qui est, semble-t-il, en fuite et des aides qui, pour l'instant, ne sont pas encore du tout là? Absolument. On a vu de semaine en semaine l'installation et la montée en puissance du chef rebelle Laurent Nkunda, qui est en fait appuyé par le Rwanda. Où, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un génocide en 1994 et le président Paul Kagame a toujours considéré que s'il n'y avait pas une zone tampon, si la communauté internationale n'était pas capable finalement d'assurer la sécurité de l'autre côté de la frontière où sont encore installées des milices Hutus, des anciens génocidaires, finalement, et compte tenu du fait que les forces armées congolaises et que le Congo, c'est deux fois et demi la France, et le président Joseph Kabila, le président congolais, on voit bien, n'est pas à même finalement de contrôler les milices, les anciennes milices génocidaires, et donc on voit que le président rwandais finalement a son homme qui est le rebelle Laurent Nkunda, qui fait la loi dans la région, et que toute cette zone du Kivu devient de plus en plus une sorte de no man's land. Oui, parce que ça, c'est une situation qu'on sent notamment monter depuis août dernier, et pour l'instant, et apparemment, personne n'a bougé, on l'a laissé avancer comme ça. Ce qui est incroyable, c'est que bien sûr, c'est la première opération de maintien de la paix des Nations Unies dans le monde. Il y a 17 000 hommes, c'est un truc absolument énorme. Mais il faut comprendre aussi que quand vous pouvez pas, ça s'est vu dans d'autres pays comme le Soudan ou la Côte d'Ivoire, vous pouvez pas faire la paix lorsque les principaux protagonistes eux-mêmes, ne sont pas prêts à faire un accord politique. Et tant que le Rwanda et le Congo ne sont pas prêts réellement à signer un accord définitif avec une zone tampon, et aussi, il faut dire la vérité aussi, c'est complètement ici, on a l'impression que ce sont les frontières héritées de la colonisation, mais il y a des zones d'influence maintenant en Afrique, c'est un pays qui est tellement immense, où le président Joseph Kabila est à 2000 km du Kivu, ses forces armées sont complètement en déconfiture, donc la vraie zone d'influence du Kivu, de cette zone où il y a ce chef rebelle Nkunda, c'est le Rwanda, et l'Ouganda. Beaucoup plus près. Qui sont ces rebelles et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ces rebelles, ils considèrent que finalement, ils sont bien sûr, ils considèrent que toute leur région n'est pas reconnue. Ils contestent le pouvoir central de Joseph Kabila, mais surtout, ils considèrent qu'ils sont d'origine comme Laurent Nkunda. Indépendantistes, entre guillemets. Ce sont des indépendantistes, c'est des gens qui ont une influence,
ils considèrent qu'ils sont en bisbille avec les milices, les anciennes milices Hutus génocidaires, et donc vous avez une confrontation avec c'est très déstructuré, hein, c'est l'État qui est délité, et encore une fois c'est une zone extrêmement riche où vous avez du cobalt, vous avez toutes sortes de minerais, et les intérêts stratégiques énormes. Le gros risque de la région, si vous voulez, c'est que vous avez le Rwanda et l'Ouganda finalement qui soutiennent plus ou moins cette rébellion Tutsi avec Laurent Nkunda, et le risque c'est que le président Joseph Kabila, lui, fasse appel à d'autres grands parrains qui sont ses parrains traditionnels, qui sont l'Angola et le Zimbabwe. Donc vous risquez, c'est vraiment le cœur du continent. Comment ça va se dérouler? Pas un nouveau Rwanda, mais je veux dire, à partir de cette zone de conflit, vous avez des tas de pays de la région qui sont eux-mêmes extrêmement fragiles, comme le Centrafrique, vous avez le Soudan qui va aussi extrêmement mal. Donc la crainte de la communauté internationale, c'est que à partir de ce noyau qui est un peu comme la gâchette que forme le revolver africain, je veux dire ce cœur du continent, si ça commence à de revenir une centrifugeuse à brasser, qu'à partir de là, il y a une déstructuration au moment où dans ce pays, il y a un nouveau gouvernement qui vient d'être formé à Kinshasa, au Congo. Pour l'instant, les rebelles disent on a besoin de personne, il ne faut pas d'intervention extérieure, laissez-nous régler nos affaires Mais bien sûr, parce qu'encore une fois, le rêve finalement de Laurent Nkunda et des Rwandais, c'est de considérer, de maintenir toute cette région du Kivu dans leur zone d'influence, et puis cette frontière finalement sera totalement virtuelle. Et puis il faut dire aussi les choses. Au niveau européen, il y a aussi des problèmes parce que les Anglais ont toujours quand même plus soutenu Paul Kagame qui a abandonné la francophonie récemment, qui est devenu un pays anglophone. Du reste, Londres explique que c'est prématuré d'envoyer de l'aide. Bien sûr. Donc il n'y a pas une position non plus européenne extrêmement claire. Donc vous avez vu que Bernard Kouchner qui a annoncé, pour pas annoncer une opération militaire, on annonce une opération militaro-humanitaire. Mais la réalité, c'est qu'au niveau européen, il n'y a pas non plus une entente. Ça a toujours été un peu une sorte un peu comme au Soudan avec Fashoda, de deux zones d'influence anglophones et francophones. C'est des choses qu'on a du mal à comprendre au moment où il y a l'Europe. Mais en Afrique, les anciennes puissances coloniales ont quand même toujours conservé un peu leur zone d'influence. Oui, alors l'ONU fait quoi là-dedans? Comment l'ONU, vous savez, quand on parle des casques bleus, il faut voir quel type de casque bleu. Quand c'est les casques bleus vous savez, les casques bleus, c'est finalement des pays qui volontairement, comme ça, fournissent des soldats. Quand il s'agit de pays européens ou autres, vous aviez dans l'ex-Yougoslavie des Européens qui allaient là-bas, mais vous avez des tas de troupes des Nations Unies qui sont souvent des genres de pays asiatiques ou autres qui n'ont pas forcément les moyens, qui sont pas équipés, qui sont pas vraiment motivés. Et donc, quand on dit 17 000 hommes, ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend comment ils sont équipés. Bien évidemment, c'est pour ça dans ce pays, vous avez une opération qu'on appelait Artemis, qui est une opération européenne en 2003, parce que là où c'était structuré, il y avait des Allemands, il y avait des Français, qui étaient équipés, avec des gens qui étaient équipés. Et ce qui n'est absolument pas le cas des Nations Unies qui actuellement. Ils sont équipés, mais je veux dire, il n'y a pas la motivation qu'il y avait à une certaine époque. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire là? C'est pas de la diplomatie, c'est pas de l'humanitaire, et visiblement militaire, c'est pas possible. S'il n'y a pas d'accord politique entre le président Paul Kagame et son voisin, le président Joseph Kabila, ça s'est vu en Côte d'Ivoire ou ailleurs. S'il n'y a pas un accord politique entre des belligérants, c'est pas la communauté internationale qui peut faire quoi que ce soit. Donc vous pouvez faire des pressions, tout ce que vous voulez, mais en fait, il faut créer une zone tampon réel et où vraiment une sorte de no man's land où il n'y ait plus du tout de gens armés, désarmés, des gens dans un no man's land. Le problème, c'est encore une fois la communauté internationale, ça n'existe pas. Ce sont les communautés internationales, ce sont souvent aussi au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est les Français qui disent aux Anglais on va vous aider sur le Zimbabwe pour pas qu'on vire vos fermiers britanniques, mais nous il faut nous aider sur nos résolutions sur la Côte d'Ivoire. Ce sont des petits deals aussi. Je veux dire, c'est la grande arrivée, la grande puissance du continent, c'est la Chine maintenant, qui est sur l'ensemble des pays du continent, et qui fournit aussi des armes légères et autres. Donc c'est vraiment c'est la dernière frontière, c'est le continent qui va attirer, parce que c'est là où il y a toutes les matières premières, et il y aura 1,2 milliard d'habitants en 2050, donc c'est le continent de demain. Donc pour vous, c'est une affaire qui va se régler entre Africains? Ça ne peut se régler qu'entre Africains. Je veux dire, toutes les interventions, on ne peut pas citer une seule intervention extérieure
est marché. Même sur le plan géographique, c'est compliqué d'intervenir. Vous parlez de No Man's Land, faut qu'il soit. C'est énorme. Regardez quand la France a essayé de mener son opération EUFOR européenne pour sécuriser des camps au Tchad, à la frontière du Tchad et du Soudan, il a fallu finalement, il y avait 4700 soldats, dont 3500 Français, et les Français ont été obligés d'aller chercher 50 Ukrainiens par-ci, des Danois et autres, parce que les Anglais et les Allemands n'avaient pas envie d'avoir des troupes dans ces pays, parce qu'ils savent que très bien qu'il y a toujours le risque de s'embourber au cœur du continent. Et quand vous parlez, vous dites ça peut s'embourber pour les forces extérieures. Est-ce que ce conflit va s'embourber, ou est-ce que c'est, à votre avis, quelque chose qui va être réglé de façon ou d'une autre, mais assez rapidement? Je pense que le risque, encore une fois, c'est que toute cette région soit sous influence des anciens frères ennemis, ça veut dire du Rwanda et de l'Ouganda, et que, comme dans beaucoup de pays africains, vous avez un président, mais qui contrôle un certain nombre de régions où la capitale est pas au-delà. Donc le risque, c'est que finalement, ça soit la réelle politique et il y ait des opérations humanitaires de l'extérieur, mais que la réelle politique fasse en sorte que ce qui compte, c'est les zones d'influence avec des frontières, et que tout le minerai du Kivu soit exporté par le Rwanda et l'Ouganda, et absolument pas par le Congo, qui a 2000 km pour sortir par Kinshasa. Oui, pour ceux qui suivent ça d'un petit peu loin, il faut regarder surtout les richesses des pays et quelles sont les influences internationales extérieures. Et on arrive à expliquer les conflits. Et au niveau des matières premières, sont vraiment des enjeux importants. Merci beaucoup, Antonin Glaser. Je remonte votre livre qui est paru chez Plomb, Sarko en Afrique, avec Stephen Smith. Voilà, merci beaucoup d'être venu. On va parler de télé maintenant, parce que là aussi, ça va changer, et notamment le soir. La suppression de la publicité sur les chaînes de télévision publiques va, mine de rien, bouleverser bien des habitudes. Désormais, vos soirées télé commenceront un peu plus tôt. Les JT seront peut-être un peu plus courts. Votre télévision de demain avec, autour de Pierre Sled, Didier Siamour, il est rédacteur en chef adjoint du magazine CB News, et François Jost, il est professeur de sémiologie audiovisuelle à la Sorbonne à Paris. Bonsoir à tous les deux. Alors on va parler de télé parce qu'effectivement à partir de janvier ça va pas mal changer avec la suppression de la pub à partir de 20h. Ça entraîne un bouleversement qui va se voir immédiatement à l'antenne, puisque les soirées vont commencer sur France 2, sur France Télévisions d'une manière générale à partir de 20h, 20h30, 20h35, ce qu'on appelle le prime time. Du coup M6 a emboîté le pas, Arte a emboîté le pas, et on attend TF1, mais visiblement TF1 a de grandes chances d'emboîter le pas aussi, parce que je crois que les Français, quand il y a des changements à la télévision, ils n'aiment pas trop en général, et on peut pas avoir une télé à deux vitesses. C'est ça à peu près. C'est pas tout à fait sûr, parce que vous savez, avant la pub, on peut regarder ce qui se passait avant la pub. Avant la pub, en 68, la pub de Marc est arrivée en 68, les chaînes n'avaient pas de carrefour. C'est-à-dire que il y en avait moins aussi. Il y avait que deux chaînes, c'est vrai, vous avez raison. Mais les deux chaînes n'avaient pas vraiment de carrefour. C'est-à-dire que ce qui a vraiment rigidifié les grilles, ça a été la publicité. Même en 73 encore, quand il y avait deux chaînes, toujours, le JT ne commençait pas à la même heure sur la première et deuxième chaîne. Oui. Il y en a un qui commençait à 19h45, l'autre qui commençait à 20h. Vous ne croyez pas que... C'est vrai que la pub c'était la partie visible, mais en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était toutes les grilles de programmes américaines qui vivaient de ça et qui étaient parfaitement organisées. En fait, est-ce qu'on ne s'est pas mis exactement sur le modèle américain qui fonctionnait très bien comme ça avec la pub ? Oui et non, c'est-à-dire je dirais qu'on s'est mis sur le modèle américain, surtout quand on monte des séries américaines, mais les séries françaises, par exemple, n'ont pas du tout la rigueur de construction des séries américaines qui sont construites autour de la pub, comme vous dites, c'est-à-dire qu'elles tournent autour de la pub. Alors, à mon avis, c'est un des problèmes qu'on va voir, c'est-à-dire, est-ce que, quand il n'y aura plus de pub, la création, si vous voulez, des fictions, par exemple, va être complètement différente de ce qu'on voit dans les formats américains, comme on a vu quelques essais sur France 3 il y a quelques mois, et du coup ne plus du tout être vendable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ça va faire des produits qui seront peut-être très intéressants, mais qui seront pas vendables. Or les grandes chaînes comme la BBC par exemple vivent aussi du fait qu'elles vendent leurs émissions. Oui, mais beaucoup plus qu'en France. On n'a pas cette culture-là en France. Il faudrait peut-être y arriver. Oui, c'est vrai. Didier, c'est vrai qu'on observe parallèlement un déclin des grandes chaînes, on va dire des chaînes comme TF1, France 2, France 3, M6.
6 au niveau de l'audience. La TNT est responsable une part, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que ces changements vont accélérer ou risquent d'accélérer ce déclin ? Oui, il y a des chances. Il y a des chances. Je crois que de toute façon, il faut quand même remettre ça un peu en perspective et se rendre compte que le paysage audiovisuel français était quand même assez anachronique. C'est-à-dire qu'avoir une chaîne comme TF1 qui est aujourd'hui à 29% de part d'audience, par rapport aux autres pays européens, c'est encore quand même très singulier. Et avoir des chaînes comme ça, quelques chaînes qui se partagent. C'est qu'en Europe, de manière générale, il n'y a pas une chaîne qui domine à ce point-là. Tout à fait. Non, donc on est vraiment dans une particularité bien française, on va dire une exception culturelle, pourquoi pas. Et même chose, par exemple, vous parliez tout à l'heure de l'organisation de cette tranche du 20h, qui est une tranche très stratégique. Il faut savoir qu'un journal télévisé d'une demi-heure sur une chaîne d'information, même une chaîne publique, c'est pas aussi couramment répandu dans les autres pays. Et en particulier, vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, alors même sur les chaînes privées, les journaux d'information sont coupés eux-mêmes par de la publicité, ce qui n'existe pas en France. Et ils sont plus courts, parce qu'on a posé la question sur le Figaro.fr, souhaitez-vous un JT de 20 heures plus court? Et beaucoup d'internautes nous disent, en Allemagne par exemple, ou dans d'autres pays européens, c'est 20h, 20h15, et ça suffit parce qu'on a les programmes plus tôt, on peut aller se coucher plus tôt. C'est pour ça que votre question, excusez-moi, votre question tout à l'heure, c'est tout à fait ça en fait, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un déclin, ce déclin est quasiment inéluctable, parce que de toute façon, la consommation de la télévision évolue. Et donc, on va chercher ailleurs, on va chercher sur d'autres chaînes, et puis du coup, on s'informe sur d'autres chaînes. Il y a l'information aujourd'hui, la grand-messe, c'est la grand-messe qui est finie en fait, c'est la grand-messe de l'information qui est remise en cause. Avant de vous donner la parole, je vous donne, parce que c'est intéressant, les internautes et les téléspectateurs qui nous disent, la question n'est pas la longueur du JT, mais son intérêt. Aujourd'hui, on a des infos toute la journée, partout, on est au courant globalement, on n'a pas besoin de nous remettre au courant le soir. En revanche, qu'on nous distille une information d'une façon différente, avec des formats plus longs, des reportages plus longs, ça, ce serait peut-être une piste. Moi, je crois qu'il y a deux choses qui vont changer. D'une part, l'idée de grille. Si vous voulez, ce qu'on voit avec la TNT, c'est des rendez-vous qui changent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus moins stable qu'avant. Les gens dans des grilles, programme, des repères de grilles. Oui, bien sûr, il y a des grilles, mais je veux dire, elles sont plus alignées les unes sur les autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, comme on a plusieurs écrans dans une maison, des gens peuvent regarder à 8 heures une fiction pendant que d'autres regardent les informations, etc. Et là, il peut y avoir de la créativité, parce que je pense que la deuxième chose importante, c'est l'idée de groupe. La grande force de France Télévisions, c'est qu'elle fonctionne en groupe de chaînes. Et on a vu... C'est en même temps un peu le reproche qu'on fait, c'est que ça marche pas toujours comme ça. Mais regardez ce que vient de faire finalement France 2 depuis la rentrée. C'est une invention de grille extraordinaire, parce que on a finalement l'essentiel du JT, c'est jusqu'à 8h15, et après on peut passer sur sa fiction préférée, Plus belle la vie si on veut, sur une autre chaîne. Donc ils réussissent à capter des deux côtés du public, si vous voulez. D'un côté, sur ceux qui veulent s'informer plus, avec une page magazine, des pages magazines. Vous croyez que c'est pour ça que le journal de France 2 est monté? Vous croyez pas que c'est parce qu'il y a un déclin du journal de TF1 surtout? Je pense que cette idée de séparer tout d'un coup, enfin, qui était une idée innovante. Ça fait longtemps que Plus belle la vie est calée comme ça. Mais cette idée de mettre un JT en deux parties, c'est-à-dire qu'à 8h15 on nous dit voilà maintenant il y a 3 pages de magazine, ça c'est une vraie nouveauté. Oui, et c'est une relance qu'on connaissait en radio, par exemple, qu'on connaît en radio, où on annonce le menu de ce qui va suivre pour garder en effet le téléspectateur. Là où je nuancerai un peu, c'est qu'on voit par exemple que Plus belle la vie, aujourd'hui, l'essentiel des téléspectateurs ne sont pas forcément des téléspectateurs qui viennent du journal télévisé de France 2, mais qui viennent en particulier de TF1. Et c'est là, par exemple, on voit les attaques qu'a pu donner Jean-Claude Dacier la semaine dernière, je crois, en se demandant si c'était une mission de service public de diffuser une fiction, un feuilleton, à l'heure du journal télévisé. C'est quand même assez drôle. C'est toujours amusant de voir quelqu'un critiquer un programme qui marche mieux que... Ça fait penser un petit peu aux attaques de Lelay aussi contre la télé-réalité en 2001, disant nous jamais on fera ça parce que c'est indigne de la personne humaine. Alors, reparlons du journal de TF1, parce que c'est vrai que c'est un phénomène qui est intéressant à analyser. J'aimerais bien que vous donniez votre sentiment là-dessus. Donc on avait en gros un journal de TF1 il y a avant les vacances, par exemple, présenté par Patrick Darvor, qui faisait autour de 36-37% de part de marché, je crois, autour de ça. Un peu moins. Il était déjà sur le... Allez, on va dire 35 comme ça, voilà. Et remplacement donc par Laurence Ferrari. Aujourd'hui, le même journal a atteint 29% cette semaine. Donc a perdu quand même beaucoup de monde. Alors
Est-ce que c'est un déclin archi-normal parce que, encore une fois, on met ça sur le dos de la TNT, etc. Ou est-ce que TF1 a un vrai problème? Comme le dit, je crois, Nonce Paolini, on n'a pas bien mesuré l'impact d'un changement de présentateur. Moi, je crois que, enfin, il me semble qu'il y a ça, qu'il y a le changement de présentateur, qu'il y a le fait que finalement l'information, c'est sans doute, on souhaite que ce soit des gens un peu plus vieux et que malgré tout ce qu'on dit du fait que les femmes sont admises comme informatrices, elles sont peut-être moins légitimes. Une crainte à son époque, ça s'était bien passé pour elle. À son époque, c'est vrai, mais là, il semble quand même que, si vous voulez, elle a semblé être le clone de Claire Chazal et que Claire Chazal, elle, peut être légitime et que Ferrari est un MeToo, comme on dit en marketing. C'est-à-dire, c'est un premier point, mais le deuxième point aussi, c'est que France 2 a changé réellement sa politique. C'est-à-dire que c'est pas seulement TF1 qui baisse, c'est que France 2 pour une fois a fait un vrai changement dans son JT et donne un vrai choix aux spectateurs, à tel point que TF1 s'est retrouvé à imiter France 2, c'est-à-dire à faire aussi un dossier. La parole à Didier Siamour, mais France 2 effectivement a modifié son journal de façon sensible, comme vous l'avez décrit. France 2, ça c'est le côté positif. Le côté négatif pour l'audience qui quand même monte pour le journal de France 2, c'est quand même maintenant ils ont un prime time, un access prime time donc de 19-20 en gros, qui est quand même pas dans le même état qu'il était il y a 4 mois. Et vous savez très bien que ce principe est inéluctable en télé et que quand le wagon il arrive à moitié rempli, c'est compliqué de le remplir après. Mais pourtant. Non, moi je pense sur le journal télévisé de 20h, puisque c'était la question de départ, je pense qu'il y a en effet certainement les habitudes des téléspectateurs qui sont bousculées et donc la possibilité pour eux, à un moment donné, d'aller voir ailleurs. Et le problème, c'est quand on va voir ailleurs, on n'est pas obligé de revenir forcément sur la chaîne qu'on regardait au départ. C'est le fameux, là c'était pour la radio, le fameux adage utilisé par Philippe Labro qui disait les auditeurs, ils descendent par l'ascenseur, mais ils remontent par l'escalier. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand ils vont voir ailleurs, s'ils ont pris le goût d'aller ailleurs, et tout ça en plus s'accompagne d'un gros mouvement. Ailleurs, la vie est plus belle. Et la vie peut être plus belle. Et non, mais c'est surtout que tout ça s'accompagne quand même d'un bouleversement avec la montée de la TNT. Donc, la possibilité d'aller voir à l'heure de l'information, de la fiction sur France 3, mais aussi des jeux sur certaines chaînes, des fictions sur certaines chaînes que le public, le grand public apprend à connaître. Et puis, il y a aussi un autre élément qu'on ne prend pas assez en compte peut-être, je trouve, c'est le succès de Canal+ à cette heure. On se rend compte sur une mécanique qui était connue depuis des années. Et on a changé de présentateur. Oui. Le grand journal, qui aujourd'hui, chaque soir quasiment, bat des records d'audience, parce que c'est une autre forme d'information. Mais il faut quand même voir d'où vient ce journal, à quelle heure il commence. Et notamment, il a une grande partie qui est frontale avec l'access de France 2, qui est une catastrophe quand même. Donc là, on parlait exactement de la même chose. Ce wagon arrive beaucoup plus rempli et Canal+ a le talent de le garder rempli. Maintenant, j'en reviens au journal de TF1. Est-ce que aujourd'hui, la stratégie elle est pour TF1 de rechanger tout, de revenir en arrière, éventuellement, je sais pas, de rappeler Patrick Peur de Harvard, vous avez peut-être des infos. L'autre jour, je suis tombé sur une dépêche qui disait Ferrari quitte la F1, j'avais pas vu que c'était du sport automobile, j'ai cru que c'était ça. Non, moi je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, je pense, on entend beaucoup par moment l'effet que c'est la panique. Moi, j'ai l'impression, pour la première fois... C'est surtout beaucoup d'argent. Hein. Oui, TF1, faut quand même aussi raisonner comme ça. Oui, mais j'ai l'impression quand même que pour la première fois, à TF1, on a envie un peu de se donner le temps. Alors peut-être que je vais être démenti dans les jours qui viennent, mais j'ai l'impression quand même qu'on a comme si on voulait se donner le temps de changer, de construire autre chose. C'est quand même aujourd'hui le leitmotiv dans le groupe, par son nouveau président, qui est en place depuis 1 an et demi, bientôt quand même, c'est plus vraiment nouveau, mais Nonce Paolini. Et donc on a l'impression qu'on veut tourner la page, qu'on veut construire autre chose, parce qu'on veut s'adapter peut-être à de nouveaux modes de consommation. Et donc ça veut dire que même si on perd des téléspectateurs, si on est capable de renouveler, de rajeunir son audience, là, parce que c'est une chaîne privée payée par la pub, peut-être qu'on sera gagnant au final. Et il faut pas oublier autre chose, c'est les réseaux américains, il y a quelques années, par exemple, avaient connu une chute d'audience. Et en fait, cette chute d'audience s'est accompagnée d'une augmentation des recettes publicitaires. Tout simplement parce que, face à cette fragmentation, cet éparpillement de l'audience, les chaînes capables, à un instant T, de réunir 6, 7, 8 millions de téléspectateurs étaient de plus en plus rares, et donc cet espace publicitaire sur ces chaînes-là coûtait de plus en plus cher. L'audience baissait,
mais le contact sur chaque téléspectateur, lui, coûtait de plus en plus cher. Il y a des cibles peut-être qui sont, même si l'audience globale baisse, il y a des cibles qu'on atteint plus facilement et des cibles peut-être privilégiées pour certains publicitaires. Il ne faut pas oublier que le journal télévisé de Patrick Poivre d'Arvor, comme celui de France 2, était quand même majoritairement suivi par des téléspectateurs de 50 ans, voire 60 ans et plus, ce qui ne sont pas forcément les cibles préférées des annonceurs. Les grands appâts des annonceurs. Tout à fait du marché publicitaire. Moi, je dirais que ce qui est intéressant, c'est que TF1 a plus de choix que France Télévisions, en fait, dans sa stratégie de programmation. C'est vrai que pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qui va être fait. Ça peut être raccourcir le journal télévisé. Ça peut être aussi de rallonger le moment de départ des émissions. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que TF1 trouve un programme très très fort après le JT, une fiction, par exemple, un feuilleton ou quelque chose comme ça, qui fait qu'on ne regarde pas le service public à 8h30, parce qu'on est pris par la suite chaque jour de quelque chose. Donc il y a une grande possibilité de programmation, et je pense que TF1, c'est son excellence. Justement, on parlait des possibilités de programmation, et vous parliez du 20h, vous dites que TF1 va se donner le temps. Il va y avoir un nouveau paramètre qui va entrer en jeu, c'est qu'apparemment France 3, en l'occurrence, a l'intention de remonter dans la grille Plus belle la vie, et donc de ne plus le mettre à partir de 20h20, 25, mais de le monter à partir de 20h ou 20h05, je crois. Ouais. Et là, ça devient un deuxième séisme à venir pour TF1, pour peut-être le journal de France 2 également. Mais moi, je crois aussi qu'il faut tenir compte de la multiplicité des écrans. C'est-à-dire que on n'est plus tout à fait dans une télévision fédérative, c'est le problème, c'est qu'elle est en train de quand même d'éclater, donc il faut faire le plus d'audience possible, mais tout en sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, 29% c'est une exception, c'est-à-dire que ça va arrêter ça, et puis il va y avoir des regroupements, enfin ça va changer complètement. De toute façon, je pense que vous serez d'accord avec ça, ces changements, ces aménagements horaires vont d'une façon générale bouleverser la vie des Français, parce que les Français vont vivre différemment, tout simplement. Oui, non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que cette réforme de l'audiovisuel qui a été dictée donc directement par l'Élysée, et où certains interprétaient, disaient que c'était les opérateurs privés derrière qui manigançaient tout ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'aujourd'hui, c'est le service public qui était a priori le plus touché, qui aujourd'hui donne le là, qui est en train de chambouler la donne. Ça, c'est quand même assez intéressant. C'est de voir que le service public, mine de rien, arrive à tirer les ficelles de cette réforme. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On va parler maintenant de science et d'océan. Il faut sauver Willy. C'est un véritable SOS qu'ont lancé les océanographes du monde entier réunis récemment à Toulon et Marseille. L'eau de nos océans change, il se modifie du fait de l'activité humaine. Des craintes, mais également des espoirs. Comme chaque jeudi, notre spécialiste scientifique est aux côtés de Pierre Sled, Dominique Leglu, sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Alors d'habitude, les océanographes sont pessimistes, mais là ils sont carrément alarmistes. Qu'est-ce qui leur a fait monter d'un cran ? Un certain nombre d'études qui font dire que des changements qu'ils pensaient voir à l'horizon d'un siècle vont peut-être se produire dans les 20 ou 30 ans à venir. Alors je m'explique. Comme le disait Pierre-Henri Gergonne à l'antenne tout à l'heure, il y a eu cette grande réunion mondiale à Marseille et Toulon. Donc il y avait des gens de partout, des Américains, de la côte ouest en particulier, de la Scripps Institution, qui est le premier pôle océanographique du monde, mais aussi des gens de l'Ifremer en France, et des Européens, des Coréens, des Japonais. Donc ils ont fait ce constat que les changements globaux, et on les connaît, on entend parler de l'augmentation du gaz carbonique due aux activités humaines, auraient une influence directe sur les océans. Les océans, on se les représente immenses, vastes, intouchables. Eh bien, la mer, l'eau pourrait absorber ce gaz carbonique et s'acidifier. Ça veut dire quoi, s'acidifier ? Bah écoutez, ça veut dire, vous savez ce que c'est que de l'acide. Oui. Si c'est très 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 acide et vous plongez votre doigt dedans, ça pique. En l'occurrence, un grand nombre d'êtres vivants qui sont dans les océans sont constitués de calcaire. Et si c'est acide... Ça décape donc. Ah oui, ça fait plus que décaper. Notamment les huîtres. Oui, ça peut empêcher aussi le développement. Et que voit-on, par exemple ? C'est un certain nombre d'endroits qui sont des oasis de vie, comme les coraux,
qui commencent à être très sévèrement endommagés. Il y a les coraux. Alors en plus, il y a les phénomènes locaux qui sont avec les tempêtes, etc. Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment abîmés. Oui, plus les pollutions. Mais vous pouvez avoir une conjonction de facteurs. Donc cette acidification, avec l'augmentation de température, changement de la salinité aussi, ce que réclament les océanographes aujourd'hui. Mais alors, ils voudraient pousser un cri d'alarme. Le problème, c'est que c'est pas un lobby très très entendu. C'est des mesures, encore des mesures. Il faut des satellites, des balises. Ifremer en a développé déjà pas mal. Des satellites, des balises, pour mesurer effectivement mesurer. Oui, mais mesurer c'est bien, mais c'est pas ça qui fera cesser le phénomène. Ah, bien sûr. Mais déjà, quand vous pouvez indiquer très précisément, et en particulier aux hommes politiques, ce qui est en train de se passer, vous avez un levier pour au moins commencer à agir. Il faut déjà être très précis dans ce qu'on annonce. Et ce qui m'a frappé, c'est justement cette peur, cette crainte, par exemple, de ce qui pourrait se développer, à savoir des déserts marins, c'est-à-dire véritablement des zones immenses. Alors, et pensez que c'est pas seulement de la surface, c'est de la profondeur, dans lesquelles il y aurait plus grand-chose. Plus d'algues, plus de poissons, plus rien. Et peut-être beaucoup de méduses. Vous savez, les anglo-saxons, ils disent du slime. Vous voyez, de la gelée. On espère que nos océans ne vont pas se transformer de cette manière. Vous n'avez pas une bonne nouvelle, là, quand même? Si. J'ai quand même des bonnes nouvelles. Parce qu'effectivement, comme ils disent, si on fait que du doom and gloom, du sinistre, plus personne va écouter. Alors, il y a des gens absolument formidables. À Marseille était venue cette jeune femme colombienne qui s'appelle Sandra Bessudo, qui est la présidente d'une fondation, la fondation Malpelo. Malpelo, c'est une île au cœur du Pacifique et qui est devenue un sanctuaire marin. Et il se développe actuellement un grand nombre de sanctuaires marins qui permettent au lieu de se régénérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les poissons recommencent à se développer. Alors, le risque, et on le voit parfois par satellite, c'est que les navires se mettent autour des zones à poissons. Mais enfin, il faut les développer, ça marche. Autre bonne nouvelle, c'est que avec les océans, on va pouvoir faire de l'énergie. Et je vous apprendrai peut-être rien en vous rappelant que EDF ouvre ses hydroliennes. Les hydroliennes, donc, qui vont utiliser les courants marins. C'est mieux que le barrage de la Rance qui, lui, a créé des problèmes environnementaux. Mais voilà. On sent bien que les océans vont, il serait le grand temps, prendre une place peut-être plus importante dans l'information. Et qu'il faut les protéger, ce que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans Un océan de savoir, qu'on avait déjà montré ici, le livre d'Ifremer aux éditions Priva. Ça, c'est la première chose que je voulais montrer. Et également, le Science et Avenir. Le dernier. Qu'est-ce qu'il y a dedans, en gros, le spécial intelligence? Voilà, de l'intelligence, encore de l'intelligence. Donc, il y en a beaucoup, nous, ici. Mais on l'a, par exemple, l'intelligence langagière. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. On va maintenant, je ne sais pas si vous êtes gourmande, si vous aimez le chocolat, mais il paraît que c'est la grande tendance. Les Français adorent ça. C'est le péché mignon du président Sarkozy et de la ministre de l'économie Christine Lagarde. C'est l'aliment plaisir de millions de Français. Le chocolat tient salon en ce moment à Paris. 15 minutes de bonheur avec nos invités. Ils sont 3 ce soir sur le plateau de Bouge la France. Sylvie Douce, c'est la fondatrice et l'actuelle commissaire du Salon du Chocolat. Henri Leroux est chocolatier à Quiberon. Et Thierry Albert, il est membre actif des Croqueurs de chocolat. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors c'est vrai que c'est la 14e édition de cette Salon du Chocolat. 140 chocolatiers qui sont présents. Et alors cette année c'est la Suisse et l'Italie qui sont à l'honneur. Ouais. Bon, dans cette émission on parle un petit peu de tout et aussi de chocolat, mais on parle depuis un bon moment de crise, évidemment, de la crise économique, de la crise financière. Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'elle atteint le chocolat? Alors chez nous c'est plutôt la crise de foie éventuellement. Oui. Je crois que le chocolat n'a jamais aussi bien marché et Nikita Harvich qui a écrit La grande histoire du chocolat me disait hier lors de sa conférence que lors de la crise de 29 il n'y avait jamais eu autant de ventes de chocolat. Donc je crois que c'est inversement proportionnel. En fait, tout le monde mange du chocolat. Enfin, nous l'avons vu avec les visiteurs du salon. C'est vrai qu'on bat tous les records. Et en fait, les gens mangent du chocolat parce que le chocolat, ça fait du bien. C'est bon pour le moral et c'est antidépresseur. Et je pense que tout le monde en a 41% des femmes, j'ai lu ça, pensent que manger du chocolat
chocolat procure plus de plaisir que faire l'amour. C'est pas mal. Oui, en fait... Qui c'est ça, chocolat? Oui, en fait, le chocolat détend. Donc peut-être qu'il prépare l'amour. Ah, voilà. Alors Henri Leroux, vous passez votre temps à rechercher des méthodes pour détendre vos clients, finalement. Des méthodes, j'en ai, moi. Hein. Oui. Ah oui. On travaille beaucoup le gingembre. Oui. Hein, forcément le chocolat, et on travaille aussi, par exemple, un produit, le produit le plus cher du monde, le chocolat le plus cher du monde, la truffe de truffe, puisque c'est le mariage entre Tuber melanosporum, la truffe noire du Périgord, et Théobroma cacao, le chocolat. Donc c'est un mélange explosif. Hein. À quel point de vue? Eh bien, il paraît que la truffe noire du Périgord est un aphrodisiaque également. D'accord. Mais enfin, je le vends pas pour ça. Cette émission prend une tournure assez inattendue, on va dire, mais bon, on est là pour parler de chocolat. C'est une statistique. C'est vrai que c'est un symbole du plaisir, le chocolat. Qui sont les personnes qui viennent à ce salon et qui apprécient le chocolat? C'est deux personnes très différentes, hein, je pense. Hein. Vous avez des connaisseurs comme moi, mais vous avez également toutes les professions sont représentées. Alors comment on devient connaisseur spécialement? Vous êtes membre des croqueurs de chocolat. Du club des croqueurs de chocolat à Paris. Comment devient-on? C'est un club qui a un certain nombre de personnes. Et en fait, nous nous réunissons environ tous les 2-3 mois sur une dégustation. Alors c'est des chocolats de France ou de l'étranger. Oui, pourquoi? Voilà. C'est quoi la différence? En fait, vous avez des goûts différents. Vous avez le goût français. Le français aime plutôt le chocolat noir, légèrement amer et peu sucré. Et je profite que Leroux est ici pour dire que les chocolatiers français traitent le chocolat avec beaucoup de sérieux et de créativité. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre à nous, à la France. Cela dit, pourquoi nous goûtons le chocolat de l'étranger également? Parce que c'est important pour nous. D'abord, nous ne sommes pas fermés. Nous sommes ouverts à tous les goûts. C'est important aussi pour les chocolatiers de se faire connaître. Et effectivement, ce qui est important aussi, c'est que, à l'heure actuelle, vous avez... Ça vous a pris comment, vous? Moi, d'abord, c'est une passion. Hein. Oui, mais je sais, mais c'est quoi ça a commencé comment? Qu'est-ce qui vous a inoculé cette passion? Peut-être parce que je suis sportif, parce que je suis un préparateur physique également, parce que j'ai toujours aimé ça, et que j'avais en fait envie d'intégrer un... Donc ça fait pas grossir, ça se voit. Ça fait pas grossir, donc le bon chocolat sans matière grasse végétale. On utilise tous les bons ingrédients, vous n'avez aucun risque. Bien évident que le chocolat est calorique et que ça ne vous empêche pas de faire une activité physique à côté. On est d'accord. D'accord, faut juste pas en manger 4 kilos par jour. Le chocolat noir est plus intéressant que le chocolat au lait. Henri Leroux, qu'est-ce qu'un artisan chocolatier peut rêver d'inventer? Est-ce qu'il y a encore des choses à inventer? Vous parlez de ce mélange tout à l'heure. Est-ce qu'en 2008, on a l'impression que tout a été fait en matière de chocolat? Eh ben non. Ce n'est qu'une impression, parce que je pense qu'avec tous les jeunes qui arrivent, les gens qui voyagent, qui traversent le monde, tout se mélange. Il n'y a jamais eu autant de création et il n'y a jamais eu autant de bons professionnels. Moi, à l'époque, quand papa m'a dit « tu pars en Suisse apprendre le métier », c'est dans les années 60, dans les années 60, je suis parti en Suisse parce que là-bas, il y avait que là qu'on savait faire le chocolat. Et pendant moi, mes 3 années d'apprentissage, j'avais 2 feuilles de papier qui traitaient du chocolat. 2 feuilles de papier sur 3 ans d'apprentissage. Aujourd'hui, maintenant, il y a des livres entiers. C'est des bibliothèques entières. Alors vous êtes le spécialiste du chocolat et du caramel au beurre salé. C'est votre grande spécialité. Ça c'est un peu ma fierté. Oui. Il y en a qui vont dire que c'est un coup de génie. Est-ce qu'on vous copie déjà? Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais c'est très flatteur. Que quelqu'un me copie, c'est pas une copie. Tout le monde s'inspire de quelque chose. Moi-même, je me suis. Ça s'en est, oui. Ça, c'est le CBS. Le CBS, caramel au beurre salé. Caramel au beurre salé. Alors, très bien. Les Bretons, vous savez, ils ont... Et alors, comment on trouve un produit comme ça? Comment on l'invente? On tombe dessus par hasard ou ça vient d'une réflexion? À l'époque, j'avais dépensé tous mes sous, j'en avais plus, et j'avais acheté une maison, et donc, il a fallu que je crée quelque chose. Et comme les Bretons avaient consommé du beurre salé toute leur vie, je me suis dit, on va faire un caramel au beurre salé. Tiens, il nous en reste un petit peu. Voilà. Il nous en reste un petit peu, on va se servir, comme ça on ne jettera pas. Avec Bénédicte Boger, on a écrit un bouquin là-dessus, mais on se demande, mais pourquoi écrire un bouquin sur un produit qui est aussi... Bon, qui est tout à fait récent, puisqu'il existe depuis 31 ans, depuis les années 77, depuis le début de l'année 77. Avant, dans les bouquins, on ne trouve jamais aucune trace de caramel au beurre salé dans la gastronomie bretonne.
Mais depuis 80, 82, 83, là maintenant on en trouve partout. Et c'est un produit qu'on retrouve partout dans le monde, au Japon, en Russie, aux États-Unis. Il n'y a pas une seule étoile. Le triomphe total, quoi. Sylvie Douce, il y a des prix qui sont remis à l'occasion de ce salon. J'en ai vu un. C'est le International Cocoa Awards qui récompense le savoir-faire des planteurs. Comment ça se mesure et comment ça se jauge le savoir-faire d'un planteur? En fait, c'est le CIRAD qui va faire cette sélection et Biodiversité avec qui nous avons présenté tout à l'heure justement, nous avons fait cette conférence de presse pour présenter cette sélection. Et en fait, ça ne va pas être un pays qui va être meilleur qu'un autre, chaque pays va pouvoir participer. Il y en aura 25. Ce sera en 2009 et en fait, il va y avoir une sélection des régions par pays et chaque année qui aboutira à des crus, à des millésimes et chaque pays chaque année il y a des compétitions, ça va à cette vitesse-là, il y a un renouvellement à ce point-là. Chaque année ce sera refait et chaque région pourra à nouveau gagner par pays. Donc c'est important parce que ça va permettre d'avoir des vrais crus, des vrais millésimes parce qu'on parle de crus à l'heure actuelle, mais qu'en est-il exactement? Ça se garde combien de temps un chocolat? Si vous parlez de cru. Généralement, il blanchit le chocolat. Ça dépend si c'est de la tablette ou du chocolat. Hein. Oui. La tablette, on va... la DLU ou la DLC... Oui, la tablette de chocolat qu'on achète au supermarché. Eh ben, vaut mieux la consommer, je dirais rapidement, parce que c'est un produit qu'on doit manger frais. Hein. La tablette de chocolat. La tablette de chocolat. Bon, on va vous dire, il y en a qui vont dans le mois. 6 mois. Dans le mois. Non, on peut attendre même 6 mois. Si c'est emballé dans... Et par exemple, ce que vous faites, vos chocolats, vous? Ah, ça c'est fragile. Hein. Ça c'est, il y a de la crème, il y a du beurre. Donc ça, il faut les laisser au frais et c'est dans les 15 jours? C'est mieux. C'est mieux. Voilà. Les laisser au frais, ça ne veut pas dire les laisser au frigo, hein. Sûrement pas. Hein. Oui. Dans une pièce, si on a 15 degrés, 15-18 degrés, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour apprécier ou qu'est-ce qu'il faut faire pour garder les chocolats dans les meilleures conditions? Il ne faut pas le mettre ni au froid, ni les odeurs, ni le chocolat, pas au trop grand froid. Donc plutôt dans un endroit sec. Hein, oui. On dit autour de 14 degrés, quelque chose comme ça. La température de consommation, je veux dire, elle sera de 20 degrés pour apprécier. Hein. Voilà. J'ai vu qu'au salon, il y avait des épilations au cacao, en plus des défilés. Hein. Oui, c'est vrai, ça existe, mais je pense que les grandes tendances du salon cette année, c'est plutôt l'équitable, le ludique, équitable, c'est-à-dire manger avec une bonne conscience de ce que l'on mange, justement, le trait d'union entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Tout ce qui est ludique, c'est-à-dire que les chocolatiers font preuve d'une créativité absolument extraordinaire à travers les formes, les couleurs, et puis tout le côté régressif qui est vraiment important, c'est-à-dire on revient au chocolat chaud, on revient au chocolat blanc, n'en déplaise au club des croqueurs. C'est vrai. Le chocolat noir, c'est point final. Non, en fait, le blanc, ce n'est pas du chocolat, c'est du lait, du beurre de cacao et du sucre. En fait, c'est une confiserie. Mais il a le droit d'exister. Mais disons que l'appellation chocolat blanc... Oui, il n'y a pas du cacao pur, il y a du beurre de cacao, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça la nuance. Il manque la couleur, il manque le marron, donc la pâte de cacao. Si j'achète régulièrement chaque année 2 kilos de chocolat blanc pour faire les yeux pour les yeux de Pâques. Ah, régulièrement. C'est un usage assez limité finalement. Parce que pour vous, c'est pas un produit qui est très intéressant. Non, et pourtant c'est ridicule, je suis commerçant, je devrais pouvoir élargir la palette de mes clients. Du chocolat blanc. Pourquoi je refuserais de vendre du chocolat blanc? C'est du racisme. Mais non. Nestlé Dessert fait un très bon chocolat blanc. Il vient de sortir un très bon chocolat blanc. Quel est le développement possible pour le chocolat? Parce que bon, les Français adorent ça, mais ce ne sont pas les plus... Je crois qu'on est classé les 9e consommateurs. 12 kilos par habitant. C'est normal, c'est leur métier. Mais bon... les pays du Nord. Alors, les pays du Nord, d'accord. Mais tous les pays émergents, la Chine et les pays d'Asie, quelles sont les perspectives? Les Chinois, ils s'y sont pas mis, c'est pas leur culture encore, le chocolat. Colossal. Alors les Chinois ne supportent pas le noir pour le moment parce que c'est vrai qu'ils mangent plutôt un chocolat, enfin une cuisine sucrée de toute façon, donc et pas amère, alors que les Japonais commencent vraiment à venir vers le noir, ça c'est certain, formés d'ailleurs par nous, enfin le palais formé par nous. Chocolat blanc. Mais le jour où la Chine va consommer du chocolat, il est certain que d'abord il faudra qu'il y ait suffisamment de cacao. Dans le monde pour pouvoir fournir le chocolat, n'est-ce pas? Et puis, c'est vrai qu'il va y avoir un potentiel extraordinaire pour tous les Européens et s'ils arrivent à s'organiser justement pour pouvoir leur offrir
Quelles sont les tendances, Henri Leroux, là? Parce que j'imagine qu'il y a des produits qu'on est obligé de moderniser parce que la clientèle change, veut autre chose, ne serait-ce que dans la forme des chocolats. Oui, on va dire que la ganache, elle va en poupe forcément, mais il n'y a pas... Alors, la ganache. La ganache, c'est toujours de la crème et du chocolat. Hein, bon, de la ganache, vous en avez là? Oui, j'en ai. C'est quoi? On va essayer de faire ça proprement. Ah oui. Enfin, si jamais vous le laissez tomber, on se débrouillera pour le ramasser, tranquillisez-vous. Hein. Ici, par exemple, là, j'ai un chocolat qui est une ganache au blé noir. Bon, ça c'est une création, le blé noir. Quel est l'intérêt d'avoir du blé noir? Eh ben, je suis breton, donc je travaille avec les produits du terroir, le beurre salé, le blé noir qui vient du pays bigoudin. Je travaille avec le lambic qui est, entre parenthèses, le calvados breton, hein, parce que c'est à peu près la même chose, et des produits comme ça. Donc je mets aussi mon pays en avant. Vous en faites au chouchen aussi? Non, je fais pas au chouchen, non, parce que je le sens pas, ce truc-là. Oui. Mais je fais miel et chocolat en même temps. Je fais surtout ce que j'aime, et je tiens surtout à rester moi-même. Hein. On peut toujours regarder à droite la tendance. Alors pour les tendances, par exemple, depuis longtemps, on est aux épices et aux fleurs et tout ça. Mais comme je vous disais tout à l'heure, les gens voyagent beaucoup maintenant. Et maintenant, on trouve des chocolats au yuzu, donc ce fruit japonais. On trouve des chocolats au matcha, le thé matcha. Il y a beaucoup de choses comme ça. Parce que les gens voyagent et les gens sont curieux au Club des Croqueurs, ils sont fans de toutes ces choses qui sortent. Est-ce que c'est bon? Pas forcément, mais ça se goûte. Mais ça se goûte. Vous en goûtez? Ça fait partie du plaisir, ça? Oui, quand même. Oui. De goûter les nouvelles choses. C'est quoi le matcha là? C'est un thé vert. Un thé vert en poudre qui est très bon, énergisant également. Mais par exemple, quand vous voyez ce chocolat. Oui, par exemple, au club, la première chose qu'on regarde quand on nous présente le chocolat, c'est sa présentation, sa personnalisation, sa couleur, sa forme, son aspect. Il peut être, par exemple, marqué, auréolé, taché, poudré. Donc là, vous voyez, vous avez un beau mat. Une belle couleur et avec une petite marque au-dessus. Donc ça, c'est la première chose. La présentation, la personnalisation. Ensuite, avec un couteau, on va couper en deux. Donc on va entendre le bruit, le craquement de la couverture, et puis on va regarder l'intérieur. Et puis après, on goûte. On va essayer de vérifier si tout, on va faire le boulot journalistique jusqu'au bout. Tout ce que vous avez dit est vraiment la réalité. On va vous remercier quand même d'être venu. Vous précisez que le salon se poursuit jusqu'à dimanche, donc ça commençait hier jusqu'à dimanche. Donc on vous encourage à aller là-bas parce que vous pourrez à la fois déguster les chocolats traditionnels, les nouveautés et ce qui fait. Défilé. Et puis il y a le défilé. Alors il y a le défilé. C'est pour ça que vous avez vu notre titre. On a appelé ça chocolat chaud parce que c'est tous les jours à 17h. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Servière Rojek arrive avec la revue de presse. Je ne sais pas si je vais lui donner des chocolats. Merci beaucoup. Merci monsieur. La presse qui s'interroge sur les politiques bancaires. Où va l'argent des banques promises aux entreprises? C'est la revue de presse de Bouge la France, Servière Rojek. Voilà, et on commence avec la dépêche du midi. Et si l'essence coûtait 1 €, avec un prix du baril divisé par 2 depuis juillet dernier, le prix des carburants à la pompe est enfin à la baisse. Peut-on espérer le gasoil à 1 € le litre? Dossier dans la dépêche du midi. La hausse du chômage à la une de Libération. On compte 8000 demandeurs d'emploi en plus pour le mois de septembre. Une hausse qui va durer du fait de la crise économique. À noter cette interview également de Bertrand Delanoë qui demande la suppression du bouclier fiscal. La liquidation de la CAMIF à la une de l'Humanité. Alors que 10 milliards sont prêtés aux banques, la CAMIF n'aura pas pu bénéficier des 4 à 5 millions d'euros qui lui manquaient. Reportage à Niort où 1000 emplois sont en jeu. Que font les banques, se demande justement le Parisien. Aujourd'hui en France, le gouvernement a mis à leur disposition 382 milliards d'euros pour relancer l'économie. Mais les banques tardent à aider entreprises et particuliers. Et puis à noter la sortie demain du nouveau James Bond, Quantum of Solace, un opus très réussi selon les critiques. Voilà Pierre. Avec Daniel Craig. Voilà. Qui doit pas manger de chocolat vu comment il court, là c'est bien. Merci beaucoup Saveria, on salue Philippe Dessony, le réalisateur Pierre-Henri Gergonne, le rédacteur en chef Jean-Baptiste Daoulas et Faiza Zerwala qui ont préparé cette émission.
qu'on va terminer à mon avis assez dignement avec le chocolat. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous à lundi. Au revoir Saveria. Bonsoir.